j'ai jamais été très, très enthousiaste de la loi 22 parce que ce qui me mettait en maudit, c'est qu'on permettait aux anglophones d'envoyer leurs enfants à l'école francophone, mais on défendait aux francophones de faire éduquer les enfants dans le choix des parents. C'était ça, la loi 22. C'est encore un peu la loi 101 a continué ça. Et moi, ça accrochait beaucoup à mes convictions libérales de liberté de parents de choisir l'éducation qu'ils veulent pour leurs enfants. Et d'ailleurs, un des projets de loi, j'avais dit à Bourassa, j'ai dit, je ne suis pas assez sûr de mon coup, puis je ne démissionnerai pas là-dessus, mais demande-moi pas d'être un des orateurs pour défendre la loi 22. D'autant plus que les circonstances ont fait que on essayait d'atténuer ce choix et il y avait tout le problème, je ne sais pas si vous vous rappelez, des Italiens de l'Est de Montréal, Saint-Léonard de Port-Maurice, qui ça s'appelait à ce moment-là, Saint-Léonard aujourd'hui, et où qui était le lieu du débat, parce qu'ils disaient qu'ils allaient plus à l'école anglaise qu'à l'école française, puis les nationalistes, puis les unilinguistes français, ils étaient partis en guerre, ça brassait dur, joliment dur, il y a eu des manifestations d'avocats. Alors, là, il a été décidé que pour diminuer un peu l'impact sur la loi 22, qu'on mettrait les contingentements de francophones ou de non-anglophones allant dans les écoles anglaises. Après que la loi a été passée, il y a eu un remaniement ministériel. Et le changement a fait que Jérôme Choquette est devenu ministre de l'Éducation, puis le docteur Cloutier est allé aux Affaires culturelles, je crois. Fait que là, Jérôme a été pris pour administrer la clause qu'il avait fait ajouter. Et ça, c'était en même temps qu'on commençait les négociations collectives dans le secteur de l'enseignement. Alors, et là, Jérôme Choquette, pour des raisons que j'ignore aussi, parce que je n'étais pas un de ses intimes, puis aussi on était dans... Alors, à un moment donné, j'apprends de Bourassa qu'il se demandait où était rendu Jérôme. Il ne l'avait pas vu depuis une couple de jours. Et il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, j'ai des échos à l'effet qu'il est un peu down, puis qu'il songerait à quitter, etc. Mais pas plus que ça. Alors, un matin, je reçois un téléphone. Bourassa, il dit, je t'ai parlé de la situation de Jérôme. Il dit, je viens de recevoir une longue lettre de 2 pages dans laquelle il démissionne. Puis, dans le fond, en désaccord avec la politique gouvernementale. Alors, moi, j'ai dit ça à Bourassa, j'ai dit, une lettre de démission, une menace de démission, d'après moi, tu l'apprends tout de suite. Si tu n'apprends pas aujourd'hui, elle va t'arriver sur la gueule dans 6 mois, puis peut-être qu'à un moment où tu ne seras pas content de l'avoir. Alors, il dit, oui, mais comme je connais Bourassa, il a dû téléphoner à 4, 5, 6 personnes, parce qu'il consultait beaucoup, M. Bourassa. Alors, il me rappelle vers 3/4 d'heure après. Il dit, OK, je vais suivre ton conseil. Il dit, à une condition. Il dit, si tu acceptes d'être ministre de l'Éducation, puis il dit, on ferait ça ce matin à 11 h. Alors, j'appelle ma femme, j'ai dit, écoute, là, tu vas peut-être entendre aux nouvelles que je viens d'être nommé ministre de l'Éducation. J'ai dit, je ne sois pas surpris. J'ai dit, ça va être pour temporaire. Parce que Bourassa ne voulait pas accepter la démission, puis montrer dans l'image publique que le gouvernement était mal pris. D'autant plus que c'était la négociation collective, j'étais sans doute la personne qui connaissait plus le dossier de l'éducation à cette époque-là. Au niveau des négociations collectives, je ne vois pas au niveau des contenus de l'éducation comme telle. Alors, je me suis, à 11 h, je vais vous dire franchement, quand j'ai mis la main sur l'Évangile, parce qu'il faut faire serment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'à cause de l'accumulation des fonctions. Je m'en allais chez nous le soir. J'ai dit au chauffeur, on arrête à l'hôpital de Saint-Sacrement. J'ai dit, je pensais que je faisais une crise cardiaque ou je ne sais pas quoi. Alors, je rentre là, puis j'avais appelé entre-temps le docteur Roberge, qui était un médecin que je connaissais, puis c'était le médecin de Jean Lesage, alors, puis qui était cardiologue. Alors, il m'a donné rendez-vous. Il dit, prendre par telle porte. Il dit, il y a moins de monde qui te voit. Alors, il m'a passé des tests. Il dit simplement l'épuisement. Il m'a donné, j'ai dormi, je pense, 12 heures d'affilée, puis le lendemain, j'étais correct. Mais le dossier de Saint-Léonard, avec les négociations collectives, les finances, les Olympiques, le Conseil du Trésor,
je suis allé voir Bourassa, puis j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, à moins que tu veuilles aller à mes funérailles d'ici peu, il faut que tu trouves une solution à l'éducation. Et c'est là qu'il a nommé Jean Bienvenu, qui était ministre d'État, je crois, à l'Éducation, qui a été nommé ministre de l'Éducation. Il y avait une conjoncture d'événements. D'abord, Jean Marchand était ministre dans le cabinet Trudeau, puis il était un ministre fort. Puis moi, je pense que je pesais assez lourd dans le gouvernement du Québec. Puis on était tous les deux c'était tous les deux dans notre comté, ça. Puis on a décidé qu'on allait réaliser Place Royale parce que historiquement puis culturellement, il fallait garder ça. Puis on a mis de l'argent. Mais comment tu veux donner des contrats à prix fixe? Mais je reçois un téléphone disant « Tous les travaux à Place Royale sont arrêtés. » Qu'est-ce qui se passe? Il avait découvert des ossements. Alors là, je ne sais pas comment on les appelle, les spécialistes, les archéologues qui sont venus, ont arrêté les travaux, mais le compteur continue à marcher parce que ce n'est pas l'entrepreneur qui a décidé d'arrêter les travaux, c'est les archéologues qui ont dit « Vous ne pouvez pas continuer. » Puis là, d'un coup, c'était les ossements de Champlain qu'on avait. Eh bien, parce qu'ils n'ont jamais retrouvé, on ne sait pas. Alors, après 15 jours, ils ont décidé que c'était des ossements de mouton. Les maudits os de mouton, là, ils avaient coûté plusieurs centaines de milliers de piastres. Alors, cette fois-ci, Bourassa avait encore l'idée de faire des élections plus rapides. Et on avait eu, entre autres, un conseil des ministres, on s'est dit un caucus, mais au conseil des ministres, il avait fait le tour de table. Puis moi, j'avais dit, on n'est pas bien placé pour aller en élection. On vient de sortir il y avait les Olympiques. Je dis à Bourassa, j'ai dit, c'est quoi la raison que tu donnes pour faire une élection 3 ans et quelques mois après? On serait mieux d'attendre, laisser tomber la poussière, etc. Mais en même temps, j'avais dit chose similaire en 1973, puis en 1973, son flair... on est revenu avec 102 députés sur 108. Alors, j'ai dit, peut-être que ton flair est meilleur que le mien, mais moi, mon flair me dit qu'on ne devrait pas aller en élection. Et ce qui est arrivé, évidemment, il y avait toute la question des Olympiques, le déficit olympique, la taxe à la cigarette qu'on avait mis. Il y avait eu les conventions collectives qui avaient été houleuses, qui avaient créé toutes sortes de problèmes. Alors, si vous me demandez si je l'ai vu venir, certainement que je l'ai vu venir pas longtemps après que la campagne a commencé. Comme j'avais vu venir en 1966, pas longtemps après la campagne qui a mené la défaite libérale de Jean Lesage en 1966, à cette époque-là, c'était différent comme contexte, mais on sent ça dans l'environnement. C'était un contexte totalement différent que l'élection de 1973, où on avait le vent dans les voiles, puis ça se sentait. En 1976, c'était... je pense qu'en 1976, le grand facteur a été, malgré toutes les accusations de patronage contre moi, contre Bourassa, contre le gouvernement, moi, je pense que l'élément qui a été le plus difficile électoralement parlant, ça a dû être les manifestations de l'UPA ou de l'UCC, je ne sais pas à quel moment ils ont changé de nom, qui a été probablement dans les comtés en dehors des villes, là, où il y a beaucoup de comtés. Ça a été un impact définitif dans la campagne de 1976. Puis à part de ça, il y avait tout le monde qui accusait de malversation, puis de patronage, puis de dire, le PQ avait joué du violon très dur. Moi, j'avais été accusé, d'ailleurs, ça a été une période difficile dans ma vie, ça. Tu sais, quand vous êtes, les rumeurs disent, t'as fait ci, t'as fait ça, puis tu sais pas qu'est-ce que t'as fait, parce que tu te regardes dans le miroir le matin à 3 ans, tu te dis, je fais-tu des choses en dormant que je sais pas qu'est-ce que... Tu sais, alors, c'est la Société des alcools, le patronage qui m'accusait, les travaux de Place Royale qui disaient qu'il y avait eu du patronage, etc. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il y a eu d'enquête là-dessus, mais qui les a faites, mais 2 gouvernements, il n'y a rien qui est sorti de ça. Alors, c'est dur sur le plan personnel. Quand il faut que tu continues à travailler, comme j'avais tous ces dossiers sur les épaules, puis en plus, quand ta réputation est mise en jeu, en question, tu sais, que tu veuilles pas, ça te préoccupe.
Moi, quand j'ai commencé dans la vie politique, il y avait un organisateur pour qui j'ai gardé beaucoup de respect parce qu'il a passé des moments difficiles, puis il est toujours demeuré fidèle au Parti libéral, qui était Henri Arthur Dutil. Son père était journaliste, il était président de la Tribune de la presse. Et il m'avait dit, il dit la politique, il dit c'est comme la boxe. Il dit, tu as des coups, tu donnes des coups, puis tu reçois des coups. Mais il dit, si vous pensez que vous allez monter dans l'arène, vous allez sortir les cheveux bien coiffés, il dit, allez-y pas. Il dit, quand vous allez descendre l'arène, vous allez avoir les cheveux d'en face, c'est clair. Il voulait dire par là que faut que tu aies la carapace dure, si tu donnes des coups, il faut que tu acceptes d'en recevoir. Je crois que ça a été plus difficile pour ma femme et les enfants, qui étaient à un âge où ils pouvaient être affectés par ça. Moi, c'est sûr que ça m'a affecté. Je suis convaincu que ça a joué très puissamment contre moi dans le congrès à la direction du parti de 78. Mes adversaires ont utilisé cette hypothèse-là. Mais moi, j'ai décidé de tourner la page. Puis comme je n'avais rien à me reprocher, puis que je me regardais dans le miroir en me rasant le matin, je sais que j'aurais pu faire différemment. En fait, c'est pas une affaire que tu oublies. Tu regardes les gens qui t'ont accusé puis qui ont fait tout le débat public. Évidemment, ce sont tes adversaires. Il y en a que j'aime moins puis que je ne recevrais pas dans mon salon chez nous. Si je les rencontre, je ne mettrais pas mon poing sur la gueule, mais tu as toujours ça en arrière de la tête. Mais j'ai... un peu m'appuyant sur les propos que m'avait dit Henri Dutil, j'ai dit, je suis monté dans l'arène politique, j'ai donné des coups, j'en ai reçu. Ça fait partie de la game. Il faut bien que tu continues de vivre. Bien, d'abord, quand tout le processus a commencé, Claude Ryan avait dit qu'il ne serait pas candidat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et donc, les candidatures possibles qui circulaient, à part de moi, là, il y avait Guy Saint-Pierre, dont le nom circulait. Il y avait une couple d'autres aussi, dont les noms circulaient. Et moi, je pensais que si tu n'as pas confiance dans ce que tu es, dans ce que tu veux faire, tu n'y vas pas. Donc, ça prend un certain degré de confiance en soi. Et je croyais que les années que j'avais été au gouvernement, l'expérience que j'avais prise, et aussi ma croyance dans les principes libéraux qui m'ont toujours guidé, que je pouvais pas ne pas être candidat. Et alors j'ai décidé que j'allais être candidat. Et évidemment, ça se prépare d'avance. Puis à un moment donné, Claude Ryan a annoncé après coup qu'il serait candidat. Il n'était pas question que je lâche non plus, parce que n'a pas été mon genre de lâcher dans le milieu de la rivière. C'est sûr que je savais que ça allait être dur. J'ai commencé à douter que Claude Ryan venait lorsque, dans Le Devoir, à 2 reprises, il y a eu des entrefilets relatant des histoires de la Société des alcools. Vous savez, des accusations qu'on me faisait, ou de Place Royale, quelque chose de genre. Alors, je me dis, oh, ce qu'il prépare, lui-là, il est après commencé à me taper sa tête pour préparer sa candidature. Je n'ai jamais pu voir s'il y avait un lien de cause à effet, mais une question de fait, il est venu, il a décidé de venir. Le test, les gens avaient décidé que ça prenait quelqu'un qui était en dehors complètement de l'équipe Bourassa, parce qu'à cause de l'image que Bourassa avait laissée, il avait quitté, il était rendu en Belgique, je crois, il avait décidé que pour gagner l'élection, puis faire face au PQ, puis au référendum, alors, ça prenait quelqu'un de nouveau. Ce qui a été difficile, ça n'a pas été tellement... Bon, c'est de voir des amis que j'ai soutenus comme ministre. Un, entre autres, il a été ministre parce que Bourassa m'avait demandé, il dit, penses-tu que je devrais le nommer? J'ai dit, parce qu'il y avait de la misère un peu à s'exprimer, puis etc. Alors, j'ai dit, je pense que c'est un gars qui est bien, puis qui a une clientèle, etc. Alors, j'ai dit, si tu le nommes, moi, je vais m'en occuper. Je vais essayer de l'aider, etc. Et cette personne-là, qui est décédée aujourd'hui, je pense qu'il a fait une bonne contribution. Et il m'avait dit qu'il allait m'appuyer au congrès au leadership.
Il dit, si je ne t'appuie pas, je reste neutre. Alors, probablement qu'il y avait des pressions de tous bords, de tous côtés, puis il vient me dire qu'il allait être neutre, puis 2 jours après, il annonçait qu'il appuyait Ryan. Ça, c'était peut-être la blessure la plus grande que j'ai eue en 1978, une personne là, que j'ai aidé sur le plan, pas financier, sur le plan politique, ça lui aider comment s'attaquer à un dossier, comment le présenter, etc. Puis qui est conscient de ça. Puis qu'à un moment donné, il soit du l'autre bord. Ça a été la première démonstration que Claude Ryan ne pouvait pas être le chef d'un parti politique. Il l'a démontré après, puis ça n'a pas duré. Vous savez, la première tâche d'un chef qui vient d'être élu, surtout par une bonne majorité, c'est d'essayer de rassembler tout le monde. Et moi, le congrès s'est terminé et Mme Ryan est venue me parler. Lui, il ne m'a pas parlé. Et ça faisait, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Il ne m'avait pas dit un mot. À ce moment-là, j'ai dit, je reste ou je ne reste pas en politique. Et j'avais consulté des gens du milieu des affaires, entre autres Alfred Rouleau, qui était président de l'Assurance Vie des Jardins, puis qui était devenu le numéro 1 dans l'ensemble du mouvement des Jardins, avec qui j'avais toujours gardé d'excellentes relations depuis le temps où j'avais travaillé avec lui à la fin des années 50, début des années 60. J'avais parlé à Jean-Marie Poitras, qui était le président, chef de direction de la Laurentienne, dans un contexte différent. Mais la personne qui m'a fait décider, c'est un de vos collègues, un journaliste, qui a été journaliste au Devoir, qui a été journaliste à la presse, Montreal Star, et qui était mon confrère à l'université. Quand j'ai gradué à l'Université Laval, il était en sciences sociales, moi j'étais en administration. Et il me dit, Raymond, je te connais depuis longtemps. Puis il dit, je connais Claude Ryan depuis longtemps. Puis il dit Claude Ryan, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il dit, son caractère est particulier. Il dit, il va t'en vouloir tout le temps, non pas d'avoir été candidat contre lui, d'avoir pensé d'être candidat contre lui. Il dit, je ne vous entendrai pas. Alors, j'ai parti, puis ça a été le conseil. Je ne pense pas qu'il me disait ça pour me dire, tu devrais quitter ou pas quitter, là. Mais ça a été le conseil, puis je l'apprécie parce qu'il m'a donné un bon conseil, dans le fond, sans le vouloir. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais trouver le moment de quitter. Alors, tout ça pour vous dire que mes relations avec Claude Ryan n'ont pas été excellentes, ont été inexistantes. Et à un moment donné, vous autres, de la presse, les journalistes, mettez des pressions. Avez-vous parlé à M. Garneau? Vous parlez à M. Garneau. Finalement, c'était devenu pour lui une montagne. S'il avait agi correctement, peut-être que je serais resté, puis peut-être que j'aurais pu y aider aussi. Alors, il vient me voir un soir, il arrête à mon bureau au Parlement, l'étage où se trouve le bureau du leader parlementaire, du chef de l'opposition. Fait que, il était rouge. Il me reproche de ne pas l'avoir consulté sur ma réplique au discours du budget de Jacques Parizeau. Ah ben bon Dieu. J'ai dit, Monsieur Ryan, j'ai dit, moi là, ça fait 8 ans que je suis en politique active. J'ai jamais soumis mes discours à M. Bourassa, quand il était premier ministre ou comme chef du parti. J'ai toujours pensé que la relation de confiance était suffisante, que si je ne suis pas capable de mesurer ce que je peux dire puis pas dire, c'est aussi bien J'ai dit, j'ai jamais soumis mes discours pour approbation à personne, puis j'ai dit, je ne commencerai pas maintenant. Réellement, ça m'avait offusqué qu'il fasse ça, d'autant plus que mon discours, je pense qu'il était bon. Et d'ailleurs, Ryan m'a dit qu'il était bon, mais il voulait tout contrôler, je ne sais pas. Puis moi, je n'étais pas habitué tellement à ça. Alors, ça, plus la rencontre avec un de vos collègues journalistes qui m'avait dit que je ne m'entendrais pas avec lui, c'est ce qui a fait que je suis parti. Ça faisait 4 ans que je gagnais un très, très bon revenu, donc j'avais un peu plus de sécurité financière. C'était à l'époque où Trudeau avait décidé de partir, où
La plupart des francophones qui étaient au Conseil des ministres à Ottawa partaient. Monique Bégin, Marc Lalonde. Il y avait Jean Chrétien qui avait été battu au Congrès des leadership, mais qui, on ne savait pas s'il allait rester ou pas, parce que Jean il était très amer après la lutte au leadership. Alors là, j'ai commencé... John Turner, qui venait d'être élu chef du parti, était une personne avec qui j'avais eu d'excellentes relations. Probablement que les années où j'ai été ministre des Finances, ce sont les années où lui a été ministre des Finances à Ottawa, où les relations entre Québec et Ottawa ont été les meilleures, du moins du point de vue des ministres des Finances. Il y a des atomes crochus qui ont bien fonctionné, etc. Donc, j'avais gardé un excellent souvenir de mes relations d'affaires avec John Turner à cette époque-là. Et il m'avait, évidemment, il venait d'être élu chef. Je me rappelle d'être allé le voir à Ottawa. C'est lui qui voulait que j'aille le voir. Puis, on s'est retrouvés dans une suite d'hôtels. J'avais dit non. J'ai dit, écoute, j'ai donné au bureau, comme ils disent. Et par la suite, on s'est revus. Il voulait que il connaissait mon épouse, puis il voulait essayer de convaincre ma femme aussi. Et finalement, là, ça a été le milieu financier. Il a commencé à recevoir des appels de gens. Pour moi, que Turner avait dû demander à des gens d'affaires de la région de Montréal d'essayer de me convaincre d'être candidat. Les chances qu'il soit élu à cette époque-là étaient bonnes. Puis il voulait renforcer l'équipe, puis surtout remplacer parce qu'il y avait des grosses pointures quand même qui quittaient. Alors, je me suis laissé tenter. Ça a été 4 années extrêmement difficiles parce que ça a été les discussions de Meach, les chicanes dans le parti, entre l'aile dure de Trudeau chrétien puis l'aile libérale qui voulait être plus ouvert face aux réclamations des provinces, être moins centralisateur, etc. Là, ça a amené des grosses discussions internes. Puis lorsqu'est arrivé Meach, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'ancien premier ministre Trudeau a fait une sortie contre l'accord du lac Meach. Alors, imaginez-vous, l'aile centralisatrice du Parti libéral, qui avait été, il avait toujours été, Trudeau était l'homme politique canadien le plus puissant. Puis c'est vrai aussi qu'il a été très, très important. Mais ça a miné la position de Turner, des chicanes internes. Alors, ça a été des années très dures. Mais encore là, je n'ai pas de regrets parce que c'est sûr que financièrement, écoutez, je laissais quelque chose comme 250 000 par année pour 45 50 000. C'était une bonne baisse de revenus. Alors moi, j'ai toujours voulu gérer mes affaires le moins possible d'endettement parce que j'ai toujours vu qu'en politique, si tu es pogné à gauche sur tes finances personnelles, tu t'exposes à des compromissions. Alors, j'ai vendu la maison que j'avais à Montréal pour m'en aller en logement. Ma femme n'a pas aimé ça trop tôt, je peux vous dire, mais quand même, elle m'a appuyé. J'avais tellement défendu le point de vue que le Parti libéral du Canada devait appuyer l'accord du lac Meach. J'en ai eu des caucus. Un caucus, il a duré 3 jours, pas 24 heures de suite, mais 3 séances de 4-5 heures. Très émotif, il y avait des positions très opposées. Et finalement, quand Turner était assis au bout de la table, puis il a écouté tout ce monde-là pendant probablement au moins 15 heures, quand il s'est levé pour essayer de faire le consensus, ou en latin on dirait le rapport, je ne savais pas de quel bord il allait tomber. Je ne savais pas s'il allait dire on doit appuyer Meach ou pas. Et il a fait probablement, je vous l'ai dit par la suite, mais comme c'est un caucus, évidemment, c'est pas enregistré, puis c'est pas ni sur bande sonore, ni sur vidéo. Il a fait un discours, du point de vue historique, là, de l'évolution du Canada, pratiquement depuis la Confédération jusqu'à aujourd'hui. Il a ramassé ça, puis il a dit à la fin, il dit « Je suis confiant que le Parti libéral doit appuyer le lac Meach et l'histoire... » Comment est-ce qu'il avait dit ça? Il y a quelque chose... J'ai la conviction, en se faisant, d'être du bon côté de l'histoire. Et c'est ce qui a amené... il y a eu 2 députés qui ont décidé de ne pas suivre, mais c'est ce qui a amené l'appui du Parti libéral à l'accord du lac Meach. Et moi, je me disais, je ne peux pas laisser mon chef, puis les gens, ceux qui étaient contre l'accord du lac Meach dans mon parti, il y en a qui sont ralliés, d'autres ne sont pas ralliés. Tu comprends bien qu'ils m'ont fait la vie dure. Hein. Entre autres, quand est arrivé le débat sur le libre-échange, il y a un député de l'Ouest canadien, il me raconte dans le corridor,
Puis il me dit en anglais, évidemment, il dit, toi, tu as gagné sur Meach, mais tu ne gagneras pas cette fois-là. Et finalement, les élections ont eu lieu le 15 ou le 16 novembre au fédéral qu'on a perdu. Je pense que c'est le 15 aussi, parce que je veux dire, le 15 novembre, c'était bien des mauvaises dates pour une élection. On avait perdu 2. Et le 16 décembre, j'étais nommé président d'Industriel Alliance. Alors, vous me demandez si ça a été dur, mais ça m'a permis d'acquérir une connaissance du Canada, une connaissance du comportement du Canada anglais mieux que je connaissais avant. J'avais amélioré, sans être bilingue, beaucoup ma connaissance de la langue anglaise, et ce qui a fait de moi un bien meilleur président de l'Industriel Alliance que j'aurais jamais été autrement.